Pourquoi est-il aussi difficile de choisir un séjour linguistique sérieux? Premièrement, parce qu'il faut trouver un organisme qui offre des prestations de qualité. Mais là, premier problème, car les organismes qui proposent des séjours linguistiques, il y en a presque trop. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont très nombreux, ce qui ne facilite pas le choix. Ensuite, évaluer la qualité du marché des séjours linguistiques est difficile. Souvent, les programmes proposés contiennent des promesses difficiles à réaliser. Bien sûr, il existe deux organismes officiels qui contrôlent la qualité de ce type de séjour. Mais en réalité, le plus gros problème, c'est que les adolescents et les parents ne sont pas toujours d'accord. Les critères des parents qui ont pour objectif numéro un l'apprentissage d'une langue ne sont pas les mêmes que ceux de l'ado qui a évidemment envie de s'amuser. En résumé, si l'ado a passé un bon séjour, peu lui importe si son niveau linguistique a progressé. Si vous avez trouvé le bon organisme, vous devez maintenant choisir la formule idéale. L'âge est évidemment un critère fondamental. En général, le séjour en famille est à réserver aux enfants de plus de 15 ans. Pour les plus jeunes, on conseille des séjours en collège avec cours et activités du style summer camp, c'est-à-dire une sorte de colonie de vacances. Pour les plus grands, entre 15 et 18 ans, il existe aussi les cours d'été en université, mais là, il faut déjà avoir un bon niveau de langue. Dans tous les cas, il va vous falloir investir, car les séjours linguistiques sont chers. En Europe, pour un séjour de 15 jours à 3 semaines avec immersion en famille, comptez entre 1200 et 2000 euros. Pour la même formule aux États-Unis ou en Australie, comptez de 2500 à 3000 euros pour un séjour de 3 semaines. Mais comment allez-vous choisir la destination? Là encore, ce n'est pas facile. Les grandes villes touristiques comme Londres sont certes attirantes, mais on y rencontre beaucoup de touristes et donc beaucoup de Français. Conséquence, elles sont beaucoup moins efficaces pour faire des progrès en langue. Et puis il y a aussi des destinations glamour comme Oxford ou Cambridge qui font rêver, mais les prestations qui sont proposées sur place sont de niveau inégal. Donc, si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, il vaut mieux une ville moins à la mode. Vous êtes prêt à partir? Bonne chance!
Bonjour Michel Serres. Bonjour. Cette semaine, we talk in English. Parlons anglais un instant. Le 20 mars dernier, Madame Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a présenté au Conseil des ministres un projet de loi qui prévoit que les établissements d'enseignement supérieur, donc les universités françaises, pourront dispenser leurs cours dans n'importe quelle langue. Bien sûr, tout le monde a compris qu'il est ici question de l'anglais. Cela provoque une solide émotion, en particulier dans le monde universitaire. Et donc, les représentants de ce monde universitaire ont interpellé l'Académie française, dont vous êtes membre. Oui, c'est vrai. Pour les représentants du monde universitaire, donc, il est criminel de vouloir assassiner le français sur sa propre terre. C'est tout à fait cela. Mais l'enseignement en langue anglaise se fait déjà dans certaines universités, si elles en ont fait la demande. Bien sûr, vous allez me dire que cela correspond à des cas très spécifiques. Oui, ça n'arrive pas souvent parce que théoriquement, la loi l'interdit. Alors donc, que penser de cette proposition de réforme ? Michel, vous qui enseignez en langue française à Stanford, en Californie, aux États-Unis. That's the question. Oui, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'une langue vivante ? Et quand on dit vivante, il ne faut jamais oublier que ça veut dire qu'elle peut mourir. J'ai moi-même vécu la disparition lente des langues de France, ces langues qu'on appelle les langues régionales. Elles n'ont pas disparu à cause de l'école publique, qui aurait tout fait pour les éliminer, comme on le dit souvent. Et elles n'ont pas disparu seulement parce que le nombre de leurs locuteurs, c'est-à-dire des gens qui les parlaient, a diminué de manière importante. Mais si elles ont disparu, c'est surtout parce que le gascon... Vous parlez de la langue d'oc. Oui, de ma langue maternelle. Eh bien, à un certain moment, le gascon ne pouvait plus dire ADN, ordinateur et galaxie. Mais c'est vrai aussi pour le breton et pour toutes les autres langues régionales. Donc, qu'est-ce qu'une langue vivante ? Premièrement, c'est une langue qui peut tout dire. Donc, si une langue meurt... Une langue meurt quand elle n'a plus les mots pour pouvoir tout dire à un moment donné. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une langue vivante ? Eh bien, c'est un iceberg. Vous savez qu'on dit iceberg et non pas iceberg, parce que c'est un mot scandinave et non pas anglais. Une langue, c'est comme un iceberg. Expliquez-nous pourquoi. Oui, dans un iceberg, vous savez que la partie émergée, au-dessus de l'eau, est relativement petite. Alors si on fait la comparaison avec une langue, cette partie émergée, c'est les mots du langage courant, ceux qu'on utilise entre nous, de façon quotidienne, ou ceux qui sont utilisés par les médias et le langage public en général. D'accord, mais la partie immergée, celle qui se trouve en dessous en quelque sorte, qu'est-ce que c'est pour la langue ? Ce qu'il y a d'important dans une langue vivante, c'est la partie immergée de l'iceberg. Par exemple, si vous êtes avec des jardiniers, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont employer la langue des plantes, qui est pleine de mots que vous ne connaissez pas. Et c'est la même chose pour les musiciens, les marins, les médecins. Par conséquent, une langue vivante est faite aussi de tous ces mots spécialisés, de ces langages spécialisés. Et ce sont toutes ces langues qui constituent le français. Oui, une langue qui est vraiment vivante, c'est une langue qui possède toute la masse de l'iceberg, au-dessus et en dessous. Et donc, toutes ces langues spécialisées aussi. Il suffit, à mon avis, qu'une langue perde un ou deux de ses langages spécialisés pour risquer de mourir. Parce qu'elle ne peut plus tout dire, c'est ce que je disais au début. Et alors ? Et alors, nous sommes au cœur du problème. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner précisément ? L'enseignement a pour objectif d'apprendre aux jeunes ces langages-là. Les langages des spécialistes, des métiers techniques, de médecine, de genre littéraire, de genre artistique, etc. Enseigner dans une autre langue, cela signifierait donc que le français perdrait ses langues spécialisées. Mais vous enseignez bien en français dans une université étrangère. Oui, parce que moi je fais le contraire. J'exporte du français au lieu d'importer de l'anglais en France. Donc pas question d'enseigner en anglais dans les universités françaises. Ah non, pas du tout. Mais c'est peut-être un bon moyen d'attirer les meilleurs étudiants étrangers en France. C'est ce que dit la ministre pour défendre son projet. Elle dit aussi que la réforme servira à renforcer les compétences de nos étudiants. Je ne crois pas que ça attirera les étudiants étrangers. Au contraire, ça les repoussera. Parce que si on doit enseigner en anglais en France, il est bien évident qu'un étudiant étranger qui veut des cours en anglais ira plutôt à Cambridge ou à Oxford ou aux USA plutôt qu'à Paris ou à Toulouse.
c'est bien évident. Mais il y a un vrai danger pour la langue française. Le français risque de devenir une langue morte. Donc, vous faites de la résistance. Je n'ai rien contre l'anglais, et tout le monde sait qu'on a besoin d'une langue de communication pour le commerce, la science, les transports internationaux. Cela ne fait aucun doute. Ça a été le grec en Méditerranée dans le passé, et pendant très longtemps, ensuite le latin, et demain ce sera peut-être l'ourdou, le chinois, etc. Mais il y a une différence entre adopter une langue de communication et détruire les autres langues. Donc je défendrai la langue française. Bien, Michel. Je vous dis merci beaucoup. Et non pas « thank you ». Non, pas thank you. Et à dimanche prochain. Bonjour Michel Serres. Bonjour. Cette semaine, we talk in English. Parlons anglais un instant. Le 20 mars dernier, Madame Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a présenté au Conseil des ministres un projet de loi qui prévoit que les établissements d'enseignement supérieur, donc les universités françaises, pourront dispenser leurs cours dans n'importe quelle langue. Bien sûr, tout le monde a compris qu'il est ici question de l'anglais. Cela provoque une solide émotion, en particulier dans le monde universitaire. Et donc, les représentants de ce monde universitaire ont interpellé l'Académie française, dont vous êtes membre. Oui, c'est vrai. Pour les représentants du monde universitaire, donc, il est criminel de vouloir assassiner le français sur sa propre terre. C'est tout à fait cela. Mais l'enseignement en langue anglaise se fait déjà dans certaines universités, si elles en ont fait la demande. Bien sûr, vous allez me dire que cela correspond à des cas très spécifiques. Oui, ça n'arrive pas souvent parce que théoriquement la loi l'interdit.
Alors donc, que penser de cette proposition de réforme? Michel, vous qui enseignez en langue française à Stanford, en Californie, aux États-Unis. That's the question. Oui, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'une langue vivante? Et quand on dit vivante, il ne faut jamais oublier que ça veut dire qu'elle peut mourir. J'ai moi-même vécu la disparition lente des langues de France, ces langues qu'on appelle les langues régionales. Elles n'ont pas disparu à cause de l'école publique, qui aurait tout fait pour les éliminer, comme on le dit souvent. Et elles n'ont pas disparu seulement parce que le nombre de leurs locuteurs, c'est-à-dire des gens qui les parlaient, a diminué de manière importante. Mais si elles ont disparu, c'est surtout parce que le gascon, Vous parlez de la langue d'oc. oui, de ma langue maternelle, eh bien, à un certain moment, le gascon ne pouvait plus dire ADN, ordinateur et galaxie. Mais c'est vrai aussi pour le breton et pour toutes les autres langues régionales. Donc, qu'est-ce qu'une langue vivante? Premièrement, c'est une langue qui peut tout dire. Donc, si une langue meurt, Une langue meurt quand elle n'a plus les mots pour pouvoir tout dire à un moment donné. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une langue vivante? Eh bien, c'est un iceberg. Vous savez qu'on dit iceberg et non pas iceberg, parce que c'est un mot scandinave et non pas anglais. Une langue, c'est comme un iceberg. expliquez-nous pourquoi. Oui, dans un iceberg, vous savez que la partie émergée, au-dessus de l'eau, est relativement petite. Alors si on fait la comparaison avec une langue, cette partie émergée, c'est les mots du langage courant, ceux qu'on utilise entre nous, de façon quotidienne, ou ceux qui sont utilisés par les médias et le langage public en général. D'accord, mais la partie immergée, celle qui se trouve en dessous en quelque sorte, qu'est-ce que c'est pour la langue? Ce qu'il y a d'important dans une langue vivante, c'est la partie immergée de l'iceberg. Par exemple, si vous êtes avec des jardiniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont employer la langue des plantes, qui est pleine de mots que vous ne connaissez pas. Et c'est la même chose pour les musiciens, les marins, les médecins. Par conséquent, une langue vivante est faite aussi de tous ces mots spécialisés, de ces langages spécialisés. Et ce sont toutes ces langues qui constituent le français. Oui, une langue qui est vraiment vivante, c'est une langue qui possède toute la masse de l'iceberg, au-dessus et en dessous, et donc toutes ces langues spécialisées aussi. Il suffit à mon avis qu'une langue perde un ou deux de ses langages spécialisés pour risquer de mourir. Parce qu'elle ne peut plus tout dire, c'est ce que je disais au début. Et alors? Et alors, nous sommes au cœur du problème. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner précisément? L'enseignement a pour objectif d'apprendre aux jeunes ces langages-là. Les langages des spécialistes, des métiers techniques, de médecine, de genre littéraire, de genre artistique, etc. Enseigner dans une autre langue, cela signifierait donc que le français perdrait ses langues spécialisées. Mais vous enseignez bien en français dans une université étrangère. Oui, parce que moi je fais le contraire. J'exporte du français au lieu d'importer de l'anglais en France. Donc pas question d'enseigner en anglais dans les universités françaises. Ah non, pas du tout. Mais c'est peut-être un bon moyen d'attirer les meilleurs étudiants étrangers en France. C'est ce que dit la ministre pour défendre son projet. Elle dit aussi que la réforme servira à renforcer les compétences de nos étudiants. Je ne crois pas que ça attirera les étudiants étrangers. Au contraire, ça les repoussera. Parce que si on doit enseigner en anglais en France, il est bien évident qu'un étudiant étranger qui veut des cours en anglais ira plutôt à Cambridge ou à Oxford ou aux USA plutôt qu'à Paris ou à Toulouse. C'est bien évident. Mais il y a un vrai danger pour la langue française. Le français risque de devenir une langue morte. Donc vous faites de la résistance. Je n'ai rien contre l'anglais. Et tout le monde sait qu'on a besoin d'une langue de communication pour le commerce, la science, les transports internationaux. Cela ne fait aucun doute. Ça a été le grec en Méditerranée dans le passé, et pendant très longtemps, ensuite le latin, et demain ce sera peut-être l'ourdou, le chinois, etc. Mais il y a une différence entre adopter une langue de communication et détruire les autres langues. Donc je défendrai la langue française. Bien, Michel. Je vous dis merci beaucoup. Et non pas « thank you ». Non, pas thank you. Et à dimanche prochain.
Pourquoi est-il aussi difficile de choisir un séjour linguistique sérieux? Premièrement, parce qu'il faut trouver un organisme qui offre des prestations de qualité. Mais là, premier problème, car les organismes qui proposent des séjours linguistiques, il y en a presque trop. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont très nombreux, ce qui ne facilite pas le choix. Ensuite, évaluer la qualité du marché des séjours linguistiques est difficile. Souvent, les programmes proposés contiennent des promesses difficiles à réaliser. Bien sûr, il existe 2 organismes officiels qui contrôlent la qualité de ce type de séjour. Mais en réalité, le plus gros problème, c'est que les adolescents et les parents ne sont pas toujours d'accord. Les critères des parents qui ont pour objectif numéro 1 l'apprentissage d'une langue ne sont pas les mêmes que ceux de l'ado qui a évidemment envie de s'amuser. En résumé, si l'ado a passé un bon séjour, peu lui importe si son niveau linguistique a progressé. Si vous avez trouvé le bon organisme, vous devez maintenant choisir la formule idéale. L'âge est évidemment un critère fondamental. En général, le séjour en famille est à réserver aux enfants de plus de 15 ans. Pour les plus jeunes, on conseille des séjours en collège avec cours et activités du style summer camp, c'est-à-dire une sorte de colonie de vacances. Pour les plus grands, entre 15 et 18 ans, il existe aussi les cours d'été en université, mais là, il faut déjà avoir un bon niveau de langue. Dans tous les cas, il va vous falloir investir, car les séjours linguistiques sont chers. En Europe, pour un séjour de 15 jours à 3 semaines avec immersion en famille, comptez entre 1 200 et 2 000 euros. Pour la même formule aux États-Unis ou en Australie, comptez de 2 500 à 3 000 euros pour un séjour de 3 semaines. Mais comment allez-vous choisir la destination? Là encore, ce n'est pas facile. Les grandes villes touristiques comme Londres sont certes attirantes, mais on y rencontre beaucoup de touristes et donc beaucoup de Français. Conséquence, elles sont beaucoup moins efficaces pour faire des progrès en langue. Et puis il y a aussi des destinations glamour comme Oxford ou Cambridge qui font rêver, mais les prestations qui sont proposées sur place sont de niveau inégal. Donc, si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, il vaut mieux une ville moins à la mode. Vous êtes prêts à partir? Bonne chance! Bonjour Michel Serres. Bonjour. Cette semaine, we talk in English. Parlons anglais un instant. Le 20 mars dernier, Madame Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a présenté au Conseil des ministres un projet de loi qui prévoit que les établissements d'enseignement supérieur, donc les universités françaises, pourront dispenser leurs cours dans n'importe quelle langue. Bien sûr, tout le monde a compris qu'il est ici question de l'anglais. Cela provoque une solide émotion, en particulier dans le monde universitaire. Et donc, les représentants de ce monde universitaire ont interpellé l'Académie française, dont vous êtes membre. Oui, c'est vrai. Pour les représentants du monde universitaire, donc, il est criminel de vouloir assassiner le français sur sa propre terre. C'est tout à fait cela. Mais l'enseignement en langue anglaise se fait déjà dans certaines universités, si elles en ont fait la demande. Bien sûr, vous allez me dire que cela correspond à des cas très spécifiques. Oui, ça n'arrive pas souvent parce que théoriquement, la loi l'interdit. Alors donc, que pensez de cette proposition de réforme? Michel, vous qui enseignez en langue française à Stanford, en Californie, aux États-Unis. That's the question. Oui, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'une langue vivante? Et quand on dit vivante, il ne faut jamais oublier que ça veut dire qu'elle peut mourir. J'ai moi-même vécu la disparition lente des langues de France, ces langues qu'on appelle les langues régionales. Elles n'ont pas disparu à cause de l'école publique, qui aurait tout fait pour les éliminer, comme on le dit souvent. Et elles n'ont pas disparu seulement parce que le nombre de leurs locuteurs, c'est-à-dire des gens qui les parlaient, a diminué de manière importante. Mais si elles ont disparu, c'est surtout parce que le gascon... Vous parlez de la langue d'oc. Oui, de ma langue maternelle. Eh bien, à un certain moment, le gascon ne pouvait plus dire ADN, ordinateur et galaxie. Mais c'est vrai aussi pour le breton et pour toutes les autres langues régionales. Donc, qu'est-ce qu'une langue vivante? Premièrement, c'est une langue qui peut tout dire. Donc, si une langue meurt... Une langue meurt quand elle n'a plus les mots pour pouvoir tout dire à un moment donné. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une langue vivante? Eh bien, c'est un iceberg. Vous savez qu'on dit iceberg et non pas iceberg, parce que c'est un mot scandinave et non pas anglais. Une langue, c'est comme un iceberg. Expliquez-nous pourquoi. Oui, dans un iceberg, vous savez que la partie émergée, au-dessus de l'eau, est relativement petite.
Alors si on fait la comparaison avec une langue, cette partie émergée, c'est les mots du langage courant, ceux qu'on utilise entre nous, de façon quotidienne, ou ceux qui sont utilisés par les médias et le langage public en général. D'accord, mais la partie immergée, celle qui se trouve en dessous en quelque sorte, qu'est-ce que c'est pour la langue? Ce qu'il y a d'important dans une langue vivante, c'est la partie immergée de l'iceberg. Par exemple, si vous êtes avec des jardiniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont employer la langue des plantes, qui est pleine de mots que vous ne connaissez pas. Et c'est la même chose pour les musiciens, les marins, les médecins. Par conséquent, une langue vivante est faite aussi de tous ces mots spécialisés, de ces langages spécialisés. Et ce sont toutes ces langues qui constituent le français. Oui, une langue qui est vraiment vivante, c'est une langue qui possède toute la masse de l'iceberg, au-dessus et en dessous, et donc toutes ces langues spécialisées aussi. Il suffit à mon avis qu'une langue perde un ou deux de ses langages spécialisés pour risquer de mourir. Parce qu'elle ne peut plus tout dire, c'est ce que je disais au début. Et alors? Et alors, nous sommes au cœur du problème. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner précisément? L'enseignement a pour objectif d'apprendre aux jeunes ces langages-là. Les langages des spécialistes, des métiers techniques, de médecine, de genre littéraire, de genre artistique, etc. Enseigner dans une autre langue, cela signifierait donc que le français perdrait ses langues spécialisées. Mais vous enseignez bien en français dans une université étrangère. Oui, parce que moi je fais le contraire. J'exporte du français au lieu d'importer de l'anglais en France. Donc pas question d'enseigner en anglais dans les universités françaises. Ah non, pas du tout. Mais c'est peut-être un bon moyen d'attirer les meilleurs étudiants étrangers en France. C'est ce que dit la ministre pour défendre son projet. Elle dit aussi que la réforme servira à renforcer les compétences de nos étudiants. Je ne crois pas que ça attirera les étudiants étrangers. Au contraire, ça les repoussera. Parce que si on doit enseigner en anglais en France, il est bien évident qu'un étudiant étranger qui veut des cours en anglais ira plutôt à Cambridge ou à Oxford ou aux USA plutôt qu'à Paris ou à Toulouse. C'est bien évident. Mais il y a un vrai danger pour la langue française. Le français risque de devenir une langue morte. Donc vous faites de la résistance. Je n'ai rien contre l'anglais. Et tout le monde sait qu'on a besoin d'une langue de communication pour le commerce, la science, les transports internationaux. Cela ne fait aucun doute. Ça a été le grec en Méditerranée dans le passé, et pendant très longtemps, ensuite le latin, et demain ce sera peut-être l'ourdou, le chinois, etc. Mais il y a une différence entre adopter une langue de communication et détruire les autres langues. Donc je défendrai la langue française. Bien, Michel. Je vous dis merci beaucoup. Et non pas « thank you ». Non, pas thank you. Et à dimanche prochain.